Private Equity Podcast, sharing tea with PE experts. Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du private equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son sujet d'expertise, de son parcours et de sa vision du private equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bonjour Stéphane Bergès, bienvenue sur le podcast Private Equity. Double diplôme de l'ESSEC et de Supmeca Paris, vous avez démarré votre carrière en 1996 chez 3i avant de piloter la création de Perfectis Private Equity. Vous devenez partenaire du fonds en 2005 et vous réalisez plusieurs opérations majoritaires jusqu'en 2011, date à laquelle vous avez pris la responsabilité d'Andera Acto pour en devenir associé et en prenant notamment la responsabilité de la société de gestion qui gère plus de 4 milliards d'euros pour le compte de grands institutionnels. Vous travaillez avec des équipes de management soucieuses de maximiser leur détention capitalistique via des opérations sponsorless. Et, à titre personnel, avec des racines très ancrées dans le Gers, vous faites parfois des infidélités au football pour soutenir des rugbyman de talent. Vous vous présentez aussi comme un fan de musique des années 80, et je crois que Prince est particulièrement important à vos yeux et à vos oreilles, et signe que le private equity va de pair avec des idées larges et une vision précise. Nous sommes ravis, Stéphane, que vous nous rejoigniez le temps d'un thé au micro de Private Equity. Bonjour et merci Antoine, heureux de cette invitation et de passer quelques instants avec vous. Stéphane, au regard de votre parcours, comment définiriez-vous le private equity en quelques mots ? Alors, le private equity, pour moi, c'est du plus beau secret de la finance à la lumière de la démocratisation. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai démarré, comme vous l'avez dit, il y a plus de 25 ans. Et clairement, je me rappelle très bien, au sein de ma promotion, quand j'ai dit que je démarrais par ça, tout le monde se demandait ce que j'allais faire dans ce métier totalement inconnu. Aujourd'hui, c'est l'actualité. BPI France lance un nouveau véhicule d'investissement retail qui est accessible à tous les particuliers pour un ticket de 1 000 euros. Quel chemin ! Moi, je trouve ça personnellement génial, la mise en lumière de notre métier, des entrepreneurs que nous accompagnons et bien sûr de la performance associée et tout ça vers le plus grand nombre. Justement, quelles sont les spécificités de l'investissement en mezzanine et du sponsorless ? Alors, la mezzanine, pour prendre une image que peut-être certains auditeurs de ma génération et de notre génération, Antoine, vont comprendre, la mezzanine, c'est le Canada Dry du capital. Ça a le goût du capital, la couleur du capital, mais ça n'en est pas. On l'utilise donc, puisqu'en fait, c'est un prêt in fine à très long terme, pour remplacer un petit peu de capital dans des transactions afin de permettre à des dirigeants d'entreprise de prendre le contrôle de leur PME quand ils ne l'ont pas ou quand ils ont déjà le contrôle, d'en détenir la totalité. La mission du sponsorless par Acto, d'autres peuvent le faire différemment, c'est de rendre les PME à leurs équipes dirigeantes. En 20 ans, quelles sont les mutations que vous avez pu constater dans notre industrie ? Et quand je dis en 20 ans, en réalité, votre carrière est plus longue que 20 ans. Oui, depuis plus de 25 ans. Alors, et merci pour cette question parce que ça me permet de me remémorer les temps pionniers. Et je partageais avec certains des précédents interviewés des souvenirs à ce titre. Donc, il y a eu une première époque, milieu des années 90, début des années 2000. C'était le temps des pionniers, le temps où il fallait utiliser une base de données qui s'appelle Diane pour identifier les entreprises. Quelques souvenirs. Voilà, où il fallait décrocher son téléphone pour essayer de passer le barrage secrétaire afin de contacter un dirigeant pour en plus lui parler de haut de bilan alors qu'il ne savait pas ce que c'était. Donc c'était un moment assez intéressant, tous équipés de petites voitures pour sillonner la France comme ça. Et puis au début des années 2000, est arrivé le temps de l'intermédiation. Alors, le temps de l'intermédiation dans l'univers dans lequel j'ai toujours évolué, c'est-à-dire le small et le lower mid-cap. Et ça a été une révolution
des années 2002-2003 jusqu'à évidemment maintenant. Le troisième grand moment pour moi, c'est 2013, c'est l'arrivée de la dette privée. Majeur, oui. Ça fait vraiment, on fête les 10 ans. Et ça a été un bouleversement dans notre industrie que de voir l'arrivée de ces fonds-là, tant d'un point de vue opérationnel sur les transactions que du point de vue des souscripteurs et des LP. Et puis, ces dernières années, on a vu aussi arriver des nouveaux métiers. Oui. Qui faisait des vendeurs due diligence il y a 10 ans, il y a 15 ans? Personne. Maintenant, 95% des transactions, on a des vendeurs due diligence. Le conseil à l'achat était un métier totalement confidentiel il y a encore 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, c'est une part du marché du conseil extrêmement intéressante et significative. Et puis, on ne peut pas ne pas évoquer une mutation qui n'est pas terminée, qui est lancée et qui va continuer et s'accélérer. Et on ne peut que tous s'en féliciter, c'est bien sûr l'ESG, oui. Avec certes une vision au tout début un peu de zone de contrainte, mais je pense que maintenant, dans toute la chaîne de l'industrie, tout le monde intègre que tout le monde doit participer oui. Donner de son intelligence pour aider à respecter les accords de Paris. Et rendre compte, mesurer. Rendre opposable réellement ces engagements. Factualiser, dire quand on n'y arrive pas. Oui. Et l'immense révolution, c'est aussi auprès des dirigeants, c'est-à-dire que les entrepreneurs que nous soutenons et accompagnons, ça fait toujours un grand bol d'air de les voir et de leur parler de ces sujets-là, parce qu'on voit qu'ils sont tous et toutes extraordinairement concernés. Donc un bel alignement et une dynamique très positive, très ancrée. Très ancrée, très réelle. Il y a 20 ans, vous êtes parti avec un angle de plateforme très volontaire et avec des spécificités en termes de gouvernance et de capital. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Il y a 20 ans, on n'était pas encore sur ce modèle-là, puisqu'à ce moment-là, nous avons été créés au sein du groupe Edmond de Rothschild. Mais lorsque nous avons pris notre indépendance, il y avait déjà cette thématique plateforme. Oui. Et là-dessus, sur la thématique plateforme qu'on a cessé de développer, l'enjeu, c'était optimiser la croissance et les ressources pour le bien de nos clients. Alors, le bien de nos clients, donc les souscripteurs, ça veut dire un constat. On parlait de ESG il y a quelques instants. Grâce à la plateforme Andera, nous avons pu et nous pouvons investir en interne sur l'ESG. Nous pouvons investir et nous développer en matière IT. Idem sur les ressources humaines, enfin on peut les prendre à foison. Pour nous, ça est le collectif d'associés Andera, cette notion de plateforme, elle a d'abord été pour améliorer l'expérience client et proposer les meilleurs services à nos clients. Ce qui est rendu possible par ce franchissement de seuil. Franchement, seuil, ouais. Qui est le fait d'avoir différentes équipes et stratégies, et donc un effet taille qui s'accélère en fait par rapport à une seule stratégie qui de fond en fond, certes peut croître, certaines sont extraordinaires et peuvent doubler à chaque fois, mais ce n'est pas le lot de toutes les équipes, alors que l'effet plateforme permet ça. La plateforme, on voit que c'est un modèle vertueux parce que beaucoup de sociétés de gestion essayent d'y aller, aussi parce que, et ça on le vit en tant que tous collègues Andera, c'est l'ambition d'installer une marque. Et cette marque, elle est importante pour les LP, elle est importante pour l'écosystème de tous nos partenaires, elle est aussi et surtout importante pour les collaborateurs. Nous restons une industrie en tension de ressources permanente. Clairement. Les sujets de recrutement, de rétention, de développement de nos jeunes talents, nous pensons que la plateforme permet de le faire mieux que si nous étions tous séparés. Et puis, l'originalité, après, parce que ça peut s'appliquer en tout cas à tous nos confrères qui sont organisés comme cela, l'originalité d'Andera, c'est, oui, vous l'avez dit, pardon, le capital et la gouvernance associée, puisque nous avons fait un choix extrêmement fort et unique, qui était d'avoir, dès le départ, donc dès l'indépendance, un capital extrêmement éclaté, avec des règles qui empêchent
des personnes physiques de détenir un montant important du capital. Chez nous, on n'a pas le droit d'avoir plus de 8% du capital. Et ce qui conduit à aujourd'hui un actionnariat où je crois qu'au dernier pointage, nous étions 35 actionnaires de la société de gestion sur un peu plus de 100 collaborateurs, donc plus d'un tiers des membres de l'équipe, des équipes sont déjà actionnaires. Oui. Mais on a vocation à continuer évidemment comme cela. Et comment ça fonctionne en termes de gouvernance? Parce qu'à 35... Alors voilà, c'est la question. Alors déjà, ce qui est le choix originel, ça a été de dire, dès l'instant où le capital ne peut pas être concentré, Ouais. personne ne peut avoir le pouvoir. Et on s'est dit tous, vu que, parce qu'on est tous des gens rationnels, puisque personne ne peut avoir le pouvoir chez nous, donc normalement, personne ne devrait passer trop de temps à essayer de l'avoir. Et donc, tout le monde va plutôt être à essayer de travailler pour ses clients, dans ses équipes, et donc dans l'optimisation toujours, et bien investir et développer ses fonds. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même gérer la société. Et oui. Et donc, nous avons mis en place différents organes, mais 2 organes majeurs qui ont la particularité de tourner tous les 2 ans. Le premier organe, c'est l'organe qui s'appelle le Collège des associés, où parmi les 35 actionnaires, 12 actionnaires sont nommés tous les 2 ans, et ce sont eux, ces 12, qui prennent les grandes décisions, non pas sur les fonds bien sûr, Oui. mais pour la société de gestion Andera. Prendre un exemple, imaginons que Andera souhaite ouvrir un bureau à Londres et d'y recruter X personnes. C'est pas Stéphane Bergès qui va le décider, c'est pas notre associé, c'est cette collectivité d'associés qui va dire, voilà, on a analysé ce projet et pour le compte de l'ensemble des actionnaires, on dit, on y va, on n'y va pas. Nous avons mandat, oui. Tout le monde est force de proposition. Et il y a l'exécution des décisions et la gestion du quotidien de la société de gestion. Et là, nous avons, parmi ces 12, sont nommés tous les 2 ans 2 gérants qui vont gérer la société, vont être en charge du management ultime des fonctions support, on parlait de ce bureau de Londres, mais il va bien falloir à un moment donné que quelqu'un s'occupe de ce projet-là. Ce sont les gérants qui vont, à ce moment-là, une fois que la décision est prise, s'occuper de ce projet-là. Et comme vous le rappeliez en introduction, j'ai eu le plaisir d'occuper cette fonction avec mon ami Pierre-Yves Poirier. Il y a déjà 2 rotations. Puisque chez nous, donc, c'est tous les 2 ans, ça tourne. Tous les 2 ans, les cycles. Voilà, et en ce moment, donc, ce sont mes amis Laurent Tourtois de l'équipe Midcap et Raphaël Wisniewski de l'équipe Life Science qui terminent d'ailleurs leur première année de gérant dans cette rotation-là. Stéphane, en ces temps troublés, Éric Doujois se posait la question à juste titre, existe-t-il des temps normaux? Mais partons du principe que des temps troublés pourraient exister. Comment fonctionne la synergie entre les différents métiers d'Andera? On a fait un choix là aussi un peu clivant par rapport à d'autres façons de faire. On ne vit pas une synergie front office très forte chez Andera parce que l'objectif, c'est vraiment que chaque équipe développe au mieux sa franchise, sa stratégie. Et il y a des règles notamment de gestion des conflits d'intérêts très fortes entre les équipes et de murailles de Chine. Donc l'aspect vraiment synergie, on va la retrouver en amont, c'est-à-dire les temps troublés aujourd'hui, ils sont sur les levées de fonds. Ils sont sur la mise en place quand même de solutions communes quand il y a des gros chocs, je pense au Covid par exemple. Mais sur la partie pure investissement, chacun vit sa vie. Cependant, nous pensons et nous sommes convaincus, alors ce serait mal à propos pour moi de dire le contraire, que quand comme maintenant l'économie, tout comme en 2020, est quand même très très chahutée, on pense que l'aspect plateforme permet de lisser les cycles. Essentiel. Ce qui est évidemment essentiel, permet aussi de rassurer les clients qui sont eux-mêmes soumis à des pressions et qui se disent, est-ce que l'équipe dans laquelle, à qui je fais confiance, qui est très bonne, mais est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle peut passer
un cycle un peu plus délicat parce que je suis engagé sur de très longues années. Donc ça, c'est comme ça qu'on vit la synergie Andera, en mode résilience et en mode, je l'ai dit tout à l'heure aussi, offensif, parce que l'idée des temps troublés, c'est aussi d'accélérer, c'est aussi d'avoir des opportunités, de les générer et de les saisir. Ouais. Et ça, c'est, on pense, la puissance d'Andera de par la taille. J'évoquais l'Angleterre, non pas à dessein, mais sur d'autres géographies, on pourrait être amené à continuer notre expansion parce que les temps sont comme ils sont et qu'il faut aussi montrer qu'on avance. Et avec la discipline que chacun reste dans son couloir de nage. Exactement. Stéphane, auriez-vous le souvenir d'un moment très fort ou franchement incongru dans cette industrie que vous accepteriez de partager avec nous? Alors... Un ou plusieurs. Voilà. Incongru, je sais pas, mais en tout cas, si jamais il y a des jeunes auditeurs, moi j'aime bien partager sur comment en 1995, oui, ça doit être en 95 en fait, comment j'ai découvert le private equity. Et ça va me permettre de rendre hommage à quelqu'un qui écoutera peut-être le podcast. J'étais en école de commerce et il se trouve que dans mon école, à l'époque, tous les mardis, il y avait avant un événement qui est assez médiatique dans mon école où des personnalités sont interviewées, il y avait une séance où un ancien de l'école venait présenter son métier. Un amphithéâtre, 400 places, et un ancien qui venait de chez McKinsey, 400 personnes, qui, à l'époque, un associé d'Ortier Andersen, alors là, c'était pas 400, parce qu'il y avait même des gens qui étaient debout, qui venaient de chez Procter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme moi, j'étais totalement perdu sur mon projet professionnel, je les faisais tous. Tous les mardis de l'essai. Tous les mardis de l'essai. Nous avons vécu les mêmes. Voilà. Je faisais, avant le mardi de l'essai, qu'il y avait ce truc-là, et j'y allais. Et un mardi, nous étions 14 dans l'amphithéâtre, quand monsieur... Et donc, s'il écoute, un salut amical, Bertrand Finet. Nous allons lui faire parvenir le podcast, bien sûr. Et rentrer dans l'amphithéâtre avec des slides et en disant, ben voilà, présentant son métier, je fais du capital investissement, je travaille chez 3i et voilà ce que je fais, voilà mon métier. Et là, je ne sais pas si le terme de révélation existe dans le monde professionnel, mais... Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose à tel point... que je suis allé le voir à l'issue de la présentation. Je lui ai dit, je ne savais pas que ça existait, mais c'est ça que je veux faire. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider à faire un stage chez 3i? Et il m'a dit, alors, t'aider, là, c'est pas possible parce qu'en fait, j'ai posé ma dème et je pars dans une semaine. Mais tu vas écrire à un tel et un tel qui sont mes copains et tu verras. C'est comme ça que ça a démarré. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on recrute, en ce moment, je trouve souvent que parmi les jeunes, la notion de... ils découvrent un peu a posteriori que c'est un métier extraordinaire. Alors que, voilà, je le dis, moi je suis rentré dans ce métier comme Éric Dejoie, comme Christophe Parier qui ont déjà été interviewés ou comme d'autres, à une époque où on ne savait pas que c'était un métier qui pouvait peut-être faire gagner un peu d'argent. Moi, j'y suis allé, je ne savais pas du tout ça, mais vraiment parce que je trouvais ça génial. Et je le dis, alors ceux qui me connaissent et qui écoutent, je pense en témoigneront, plus de 25 ans après, je suis toujours aussi passionné par ce métier. L'intensité est toujours là. Oui. Et le deuxième moment, non pas incongru, mais fort, c'est, je dis souvent, on a dans la finance une mémoire très courte, très très courte. Et voilà, moi quand même, le moment le plus fort de ma carrière dans ce métier, donc de toute ma carrière en fait, ça a vraiment été, ça reste très marquant, la dernière semaine de mars 2020 et la première semaine d'avril, le confinement. Et ce moment où j'avais tous les dirigeants que j'accompagne au téléphone tout le temps. J'essayais avec mes collègues, mes associés, de les rassurer, de leur dire que non, l'œuvre de leur vie n'était pas perdue, parce que on oublie, mais le PGE n'est pas arrivé tout de suite, on oublie, mais les reports de charges sociales ne sont pas arrivés tout de suite, et il y a eu quelques semaines où, oui, tout était fini. Et pour beaucoup d'entre eux, qui avaient fait du sponsorless avec nous, donc qui avaient tout mis pour devenir propriétaires de leur entreprise, tout s'était arrêté.
Le coup d'arrêt a été d'une brutalité et sans perspective. Et sans perspective, Ouais. puisque aucune vision de la suite. Et ça a été vraiment le moment. Voilà, ces jours-là restent extrêmement présentes dans ma mémoire quand on a, et c'est le quotidien aujourd'hui, d'autres difficultés qui arrivent, qui permettent de les relativiser un petit peu. Merci Stéphane. Stéphane, comment voyez-vous la classe d'actifs du private equity à 10 ans? Et selon vous, quels sont les grands enjeux auxquels nous devons faire face? Là, en ce moment, toute la médiatisation se porte autour de, et je l'ai dit en introduction, la retailisation du métier et donc la démocratisation de ce métier avec, pour moi, finalement, deux impacts. Le premier impact, c'est j'ai l'impression que ce phénomène accélère encore la course à la taille. Il me semblerait. Et donc, une grande question derrière ça, je reviendrai en termes d'enjeux, autour de qui et quels seront les acteurs qui vont être un peu les plus rapides pour avoir la taille, pour bénéficier et gérer cette croissance. Et là, je parle des grands acteurs généralistes. Donc, mon premier sentiment, c'est, ou vision, je ne sais pas, mais c'est de me dire que j'anticipe quand même un métier où une fracture est en train de s'opérer, et va continuer à s'opérer entre les très gros et des acteurs plus petits, locaux, plus petits, qui vont devoir, pour continuer à exister, défendre une différenciation, une niche extrême. Et derrière, l'une de mes craintes, en tout cas, moment de réflexion actuel, c'est de me dire, dans les 20 ans qui sont écoulés, les 25 dernières années, la France est devenue le premier marché du private equity en Europe. On a développé la meilleure industrie du private equity en Europe. Va-t-on être un vainqueur de cette course à la taille ou va-t-on la subir? On a un champion déjà, il faut les nommer parce que ils ont fait un travail extraordinaire. Donc on a Ardian, Ouais. On a d'autres qui aussi ont avancé vite et bien. Mais on reste très, 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 très loin de nos confrères anglo-saxons qui ont passé la surmultipliée depuis le post-Covid, depuis 2021, avec des levées incroyables, avec des tailles de fonds incroyables, très rapides, avec des velléités hégémoniques, parfois sur certains pans entiers de métier. On parle de la dette privée. Il faut regarder. On a beau avoir en dette privée 2-3 champions français, mais regardez les champions anglo-saxons. C'est incroyable. Et voilà, moi l'enjeu, c'est de me dire que j'espère vraiment, et notamment pour toutes les générations, moi je suis un quinquat plus, mais pour tous les quadras et ceux qui vont nous succéder, vraiment que tout ce travail qui a fait que notre industrie française est si forte, qu'on puisse devenir en Europe vraiment un bénéficiaire de tout cela, et que tout l'écosystème, à savoir les pouvoirs publics, mais aussi les grands institutionnels français et européens, en prennent une pleine conscience pour épauler le maximum d'équipes dans leur croissance dans les tout prochains mois et années, et particulièrement en ce moment où, tout le monde le sait, l'année 2023 est très complexe pour les différentes équipes qui sont en levée. Et pourtant, ce serait dommage que les anglo-saxons qui ont levé l'année dernière trustent notre marché cette année, les années suivantes. Voilà. Et qui est un marché qui a été bien préparé, travaillé. Exactement. Où les engagements des différentes structures nationales sont sans faille, Oui. Très clairement. Et il serait bien, en effet, qu'au long cours, nous parvenions à maintenir un écosystème et à renforcer cet écosystème. Et vous évoquiez l'approche de retailization de la BPI, notamment, qui est un effort très important, et une posture majeure. À terme, est-ce qu'on souhaite maintenir justement cet écosystème, l'alimenter et le faire grandir? Et le faire grandir. Et c'est, quand on parle, après on pourrait élargir le débat, mais sans rentrer dans des considérations politiques, le financement global des retraites pose toujours plein de questions. Oui. On peut quand même s'interroger sur le fait on a une économie française dynamique, on a un système du private equity français qui est ultra performant, les retraites c'est du temps long, le private equity c'est du temps long. Bon, je ne suis pas le plus diplômé des gens du private equity, mais il me semble qu'on doit pouvoir faire matcher cela simplement pour le bénéfice de tous, c'est-à-dire
pour le bénéfice des salariés français qui cotisent et de leurs propres entreprises qui ont besoin du private equity pour se développer. Et quand je dis private equity, là aussi toujours, j'englobe évidemment ma partie qui est la dette privée. Bien sûr. Stéphane, merci pour ce thé vivifiant. Nous allons parler un peu de Prince, mais en off. Ceux qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus. Un immense merci pour ce partage tout à fait ouvert et dynamique, rafraîchissant. Que vous souhaitez pour la suite et que souhaitez à Andera? Alors, que me souhaiter, alors là ça va faire sourire certains, une fin de saison rapide pour le Paris Saint-Germain, parce que là c'est quand même dur, ce qu'on vit tous les jours. Et donc partir sur la prochaine saison sur de nouvelles bases, une belle Coupe du Monde de rugby. Oui. Ça c'est pour septembre. Et plus sérieusement, une belle levée de fonds d'Acto 5 que nous venons de démarrer. Voilà. Nous vous souhaitons le meilleur sur l'ensemble de ces domaines. Stéphane, merci beaucoup. Excellente journée et à très bientôt. Merci Antoine, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.